Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Kestel, Product Manager Station Team chez Electra et le nouvel invité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Antoine, bonjour. Salut Paul, ravi d'être là. Bah écoute, ouais, vrai plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, on va discuter de design, mais pas que, du design physique, du design d'expérience, du design digital. Et puis aussi toi, comment tu le prends en main en tant que product manager. Et puis sur une marque, toute, j'allais dire pas toute nouvelle, mais en tout cas voilà, en train de se créer, qui fait partie de la French Tech, du Next 40. Et puis en plus, vous avez gagné des prix dernièrement qui sont hyper intéressants, mettant en avant votre positionnement design. Donc voilà, donc tout ça, on va un petit peu débriefer tout ça, juste comment vous avez réussi à monter cette belle vision. Et puis aussi, on va comprendre qui tu es, comment tu es arrivé à ce rôle. Et voilà, ça va être une discussion simple et agréable. Ça te va ? Super, très bien. Trop bien. Écoute, la première question que j'aime poser à mes invités, qui sont designers normalement, c'est à quel moment tu découvres le design dans ta vie. Mais j'ai envie aussi de te la poser à toi. Dis-moi un peu. Alors moi, c'est arrivé assez tard en fait. De base, j'ai un profil très technique. J'ai fait des études d'ingénieur pour être en fait, développeur, ingénieur informatique. Mhm. Donc vraiment technique. J'ai fait ça pendant 5 ans. Je suis sorti d'école et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ça qui m'intéressait. C'était l'étape d'avant, c'est-à-dire l'étape de conception. Et en fait, à la sortie d'école, j'ai trouvé mon premier boulot qui était un boulot à l'époque, c'était product owner. Mais en fait, on appelait ça product owner, mais on faisait les tâches d'un PM aujourd'hui, d'un product manager. Et c'est du coup, j'ai tout découvert en fait. J'ai découvert la méthode produit que je connaissais pas, j'ai découvert le métier de PM que je ne connaissais pas, et j'ai découvert du coup ce que c'est de travailler avec une équipe de designers, de faire des maquettes, etc. Et tout le côté recherche, utilisateur et autres qui va s'en suivre. Mhm. Et donc en fait, je l'ai découvert en conséquence de mon boulot de product manager. Et j'ai appris avec eux et en fait ça m'a tout de suite plu. Je me retrouvais moi-même à faire des maquettes, à passer des heures à côté, assis à côté du designer pour réfléchir à la maquette sur Figma à deux. Et du coup depuis c'est toujours un peu resté. Donc j'ai toujours ma casquette de product manager, mais je dirais que j'ai une grosse appétence sur le design. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu la même histoire que moi. Bon, même si moi je me suis pas, voilà, je suis pas dans la production, etc. Mais voilà, quand on le découvre, on se dit bah mince, en fait, pourquoi on l'a pas su avant qu'il y avait cette méthodologie, qu'il y avait cette façon de faire. Et ok, trop bien, trop bien. Donc justement, tu nous as un petit peu parlé de ton évolution. Tu rentres plutôt par la fenêtre du digital euh, sur le marché de l'emploi. Euh, Comment ensuite tu vas arriver sur un truc qui est quand même assez différent. C'est une expérience un peu globale chez Electra. Et puis en même temps, comme ça, après, je te laisserai peut-être présenter ce que c'est Electra. Ok. Alors ouais, en effet, je suis rentré dans le digital. Mon premier produit, c'était un logiciel de gestion de cabinet pour les kinés.
Ouais. Donc en fait, le logiciel que le kiné il va avoir sur son ordinateur quand tu vas aller chez lui faire ta séance, et lui il va pouvoir entrer les mesures, ses notes, faire la facturation, gérer ses rendez-vous, etc. Mhm. Et donc en fait, j'ai évolué comme ça sur des logiciels pour des professionnels de santé, donc qui sont quand même des logiciels assez techniques et orientés pro pendant 3 ans. Et après, le hasard total a fait que j'ai découvert Electra. Je saurais même plus dire comment aujourd'hui, mais en fait, c'était vraiment en naviguant sur Internet, j'ai trouvé une offre. La boîte avait l'air sympa et le poste aussi, parce que ça changeait des missions que je faisais. Ouais. En fait, ça élargissait un petit peu mon spectre de compétences. Et en ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc j'ai postulé et bah, le hasard a aussi fait que j'ai été pris. Et donc je suis rentré chez Electra en septembre 2023. Trop bien. Electra, donc qui est une société française fondée en 2021, donc elle a 4 ans là. Donc société assez récente qui fait des stations de recharge pour voitures électriques, des stations de recharge rapides pour voitures électriques. Donc en fait, on déploie des stations en France et aujourd'hui en Europe. On est dans 10 pays au total. Mhm. Et on va installer les stations et on va les opérer au jour le jour. Euh, et en fait, c'est ça le cœur de l'activité Electra, c'est construire des stations de recharge rapide en milieu urbain et, euh, et s'étendre. Voilà. Et puis quand même avec un positionnement, justement une expérience qui est voulue, qui est assez innovante. Est-ce que justement tu peux nous raconter tout ça, un peu la genèse de cette expérience? J'imagine que quand tu étais arrivé, il y avait déjà des briques qui étaient posées, ou en tout cas une vision de la part des fondateurs. Mm. Voilà, toi comment t'es rentré dedans et est-ce que tu peux un peu nous l'expliquer? Ouais, exact. En fait, aujourd'hui, le positionnement qu'a choisi Electra, qui est selon moi très malin, hein, euh, en fait, mettre l'accent sur l'expérience utilisateur. Là où historiquement, les bornes de recharge, euh, c'était des bornes placées sur des parkings avec des câbles qui traînaient partout, qui marchaient un quart du temps et qui étaient vraiment pas agréables à utiliser, en plus du fait que bah, historiquement la recharge était un peu longue. Maintenant, on dévie de ce modèle. Nous, on va mettre vraiment l'accent sur la simplicité, la fiabilité. Quand tu vas venir chez Electra, tu poses même pas la question de est-ce que je vais avoir une borne qui marche? T'en auras une. Ça sera rapide parce qu'on utilise des bornes de recharge ultra rapides qui aujourd'hui sont d'ailleurs surdimensionnées par rapport à ce que les véhicules peuvent accepter. D'accord. Et autour de ça, on va construire une expérience qui va aussi nous permettre de se différencier sur le marché. Donc, tu le disais tout à l'heure, en effet, les fondateurs et les équipes avaient déjà proposé, par exemple, la réservation avant que j'arrive. Donc ça, c'était déjà en place. On avait sur les stations des écrans LED sur lesquels, du coup, depuis ton application, tu pouvais réserver ta place en avance. Comme ça, tu étais sûr que quand tu arrives, tu as ta place. Et encore une fois, ça vient Mhm. souligner le côté simplicité de la recherche chez nous. Et donc ça, c'était vraiment les premières briques. Et après, il y a eu donc cette volonté d'accentuer encore plus. Electra a créé l'équipe Station, donc qui est aujourd'hui l'équipe dans laquelle j'évolue, euh, dont le but c'est vraiment réfléchir à l'expérience physique en station et bien sûr comment elle va s'hybrider avec l'application et ce genre de choses. Et en fait, comment on va faire que quand tu viens te recharger sur la station, tu la vois bien de loin, tu cherches pas pendant 1000 ans, ce soit facile pour manœuvrer, pour te garer, t'aies pas de souci pour te brancher, t'aies pas de souci pour payer, et que la recharge se passe de la manière la plus lisse possible. Et ça, le passage du digital au physique, comment toi tu l'as abordé et est-ce que ça s'est passé simplement? J'imagine que ça n'a pas dû être simple à peut-être à rassurer tu sais, dans tes premiers entretiens. Et à la fois, quand j'ai vu un peu ton profil, j'ai vu qu'auparavant, tu avais fait un peu de la robotique, des choses comme ça. Donc peut-être que il y avait pendant tes études, peut-être qu'au final, vous avez réussi à créer des ponts et qu'ils se sont dit que tu pouvais être la bonne personne pour ça. Ouais, en fait, alors c'est vrai qu'ils auraient pu choisir quelqu'un qui avait un background déjà sur ce genre de produits physiques et autres. Ouais. Euh, Quand on discutait pendant les entretiens, on discutait surtout de bah, comment tu gères un produit, comment tu interagis avec tes stakeholders, les différentes équipes. Là où bah en fait mes stakeholders avant, bon évidemment tu as toujours le classique, les commerciaux, le support, etc. Mais tu as toujours des stakeholders qui sont un peu spécifiques au métier. Avant, c'était les professionnels de santé. Moi, maintenant, ça va être bah, les équipes opérationnelles qui, en fait, sont
dans les chantiers, qui gèrent les projets, etc. Donc vraiment technique sur le terrain. Mhm. Donc comment est-ce que tu vas parler à ces gens-là? Comment est-ce que tu vas faire évoluer ton produit qui est physique? Mais en fait, derrière, euh, je pense que la méthode que j'avais, La méthode, ouais, la méthode est la même au final. c'est ça. Le produit, Ok. alors évidemment, il y a des petites différences, que ce soit en termes de coût, de délai, etc. Mhm. Dans le fond, la méthode est la même. Tu vas juste accentuer certaines choses euh, ou l'inverse, mais le fond est le même. Donc, tu as passé beaucoup de temps à côté du designer qui a fait cette station, j'imagine. Exact. En C'était un fait, vrai duo. c'est ça. Donc, quand je suis rentré, c'était donc la création de l'équipe station et m'a rejoint Valéria, donc qui est ma collègue aujourd'hui, qui est architecte designeuse, qui elle a des vraies connaissances en design, mais qui ne vient pas du digital, qui vient du physique. Donc là, j'ai encore appris plein de trucs. Typiquement, avant, j'étais sur Figma. Maintenant, je suis passé sur SketchUp et la suite Adobe, Illustrator et autres. Des Ok. logiciels que je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais de nom, tu vois, mais je m'en étais. Ouais, j'imagine il y a de la 3D aussi, peut-être C'est ça. j'allais dire SolidWorks, mais je sais pas si ça existe Elle fait encore ça ça. aussi. Ça existe encore. En fait, tu Ouais. as différents types de modélisation. Hmm. Valeria utilise SketchUp. Ok. Euh, et donc, il y a aussi donc le côté modélisation 3D. Donc, comment tu vas représenter ta station, quel objet tu vas mettre dedans. Historiquement, on avait des sortes de lampadaires un petit peu à notre, enfin, Electra, sur lesquels on mettait les fameux écrans LED pour la réservation. Mais tu as aussi, par exemple, tout un côté print. En fait, on a un vrai enjeu de signalétique. Et donc, du coup, on a designé tout un catalogue de signalétique Electra, que ce soit bah, le panneau qui dit tourner à gauche, tourner à droite, c'est au fond, etc., etc. Donc, tu as aussi des vrais enjeux pareil, de print que je ne connaissais pas avant sur le choix des couleurs et ce genre de choses, sur les dimensions. La relation fournisseur, qui est quelque chose que, en fait, dans le digital, t'as jamais à faire. La relation aussi aux matières. Exactement. Ça, Tu c'est tout découvres, nouveau. Ouais. c'est ça, les matières qui vont tenir dehors en extérieur, qui pleuvent, qui ventent ou qui neigent. Les matériaux qui soient réfléchissants la nuit pour que, bah, avec les phares des voitures, ils puissent y voir quand même. Et ça, en fait, tu Ouais. découvres au fur et à mesure tout ça. Et ça élargit. En fait, avant, t'étais que sur un écran et maintenant, t'as un éventail infini de possibilités. Et puis j'imagine que tu as des. Bon, je pense que dans le digital aussi, tu l'as, mais t'as des tout petits détails qui font toute la différence. Dans le digital, pareil, il y a le côté delight design et emotional design. Qu'on essaye par Et euh, plein de petites astuces, la gestion euh, des ombres, etc. Des choses qui peuvent bouger, mais de façon très simple et très light, etc. J'imagine qu'il doit y avoir la même chose dans le monde du physique. il y a, en effet, il y a la même chose que tu peux apporter de manière, donc, encore une fois, physique. Par exemple, récemment, donc on pourra en reparler tout à l'heure, mais donc on a ajouté sur nos stations des nouveaux équipements, des nouveaux objets, entre guillemets, du mobilier urbain. Tu peux rajouter des petites assises pour faire plaisir, tu peux rajouter des petites inscriptions en easter egg, par exemple, ou tu vas mélanger ça avec du digital, qui là aussi va te permettre, parce que le physique étant inerte, ton objet, il existe en tant que tel pour l'éternité, entre guillemets. Hmm. L'avantage du digital, c'est que si tu viens l'hybrider dans ton produit physique, là, du coup, tu as une possibilité de dynamisme, de delight encore plus forte, et donc, du coup, de faire évoluer les choses en fonction du temps, des saisons, de l'utilisateur, de tout ce que tu veux. Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. Et ouais, je comprends. En tout cas, bon là, c'est un podcast audio, on va pas pouvoir montrer les images, mais je vous encourage tous à aller voir le site Electra et puis les bornes Electra. Et puis bah, pour ceux qui peuvent aller les utiliser, et maintenant il y en a un peu partout en France. Exactement. Mais vraiment, il y a un design qui est qu'on reconnaît et qui est vraiment assez unique par rapport à ce qu'on a tous connu quand on va mettre de l'essence dans sa voiture. Ça d'ailleurs, je pense que ça a dû être bizarre aussi à analyser
le fait que en fait ton comportement il peut être différent étant donné que maintenant c'est de l'électricité, ça met un peu plus de temps peut-être à recharger ta voiture. Donc au final l'expérience elle doit être aussi différente. Même enfin moi j'ai des odeurs, que sais-je, bref il y a plein de choses. J'imagine qu'il y a et vu que c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu, c'est difficile de faire un peu entre guillemets un benchmark. J'imagine qu'il y a peut-être dans d'autres pays, en Chine, en Corée, peut-être dans d'autres pays un peu plus en avance sur toute la partie voiture électrique. Mais en tout cas, c'est une expérience qui n'a jamais vraiment été connue en Europe. Et donc j'imagine qu'en termes de recherche, ça a dû être assez spécial. Exact. Et même moi, en fait, hein, pour Ouais, être tout à fait franc. faut déconstruire un petit peu ce qu'on connaît. Exactement. Et en fait, moi, je suis arrivé chez Electra. Faut savoir que j'avais jamais conduit de voiture électrique. Donc, j'ai encore plus de ça, découvert tout ça. En effet, les premières choses que j'ai fait en arrivant, c'est regarder, que ce soit en France ou dans les pays, à quoi ressemblaient les stations. Donc, comme tu le disais, en Chine, ils sont très en avance là-dessus. Sur les pays nordiques aussi, Ouais. où ils ont un énorme pourcentage du parc qui est déjà électrifié. En France, je regardais, c'est 3% des voitures qui sont électriques. C'est vraiment très peu. Donc, à côté d'eux, on est naissant, mais on a l'avantage de voir déjà toute leur expérience. Et en plus, par exemple, pour les pays nordiques, eux, ils ont l'enjeu de la protection pendant la recharge. C'est pas comme C'est-à-dire l'essence. la protection pendant la recharge. En fait, voilà, l'essence, tu vas sortir, ça va durer 2 minutes grand max, et tu repars. La recharge, alors, c'est pareil, ça te prend 1 minute pour brancher le pistolet, mais après, soit t'attends dans ta voiture, soit dehors. Dans les pays nordiques, il neige, souvent, très souvent. Donc, en fait, Ouais, c'est un peu... il caille, il fait froid, quoi. Exactement. T'as peut-être pas envie d'être dehors. Exactement. Après, je pense qu'ils sont habitués. Oui, c'est vrai. Ils sont équipés. Mais du coup, tu vois, toute leur station, enfin, une très grande partie de leur station, par exemple, était équipée de petits abris, style abribus, qui venaient couvrir les bornes. Et que aujourd'hui en France on retrouve pas forcément, tu vois. Mais c'est des petites idées comme ça qu'on vient piocher à droite à gauche chez les pays étrangers et en France sur l'existant pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Nous on a mis un fort accent par exemple sur le branding, sur la marque, sur l'image, pour que déjà nos stations puissent le reconnaître et que du coup tu puisses associer à telle expérience qu'on veut positive, évidemment l'expérience électrique positive. Écoute, c'est réussi, c'est réussi. Merci, on essaye. Ok, trop bien. Et donc là, pour la recherche, justement, vous êtes allé enfin, dans les pays du Nord, vous êtes allé en Chine ou vous avez fait ça depuis la France? Enfin, voilà, comment vous avez fait votre recherche? Ça m'intéresse. On a fait ça, alors au début c'est tout bête, hein, mais Google Maps. En fait, Ouais. je me baladais sur le Google globe. Street View, Exactement, exactement. Et je exceptionnel. me Ouais. baladais sur le globe, je cherchais charging station et en fait je regardais, je prenais des photos, j'ai fait un grand miro, un grand tableau sur lequel je mettais toutes les photos que j'avais prises, les trucs intéressants que j'avais trouvés, etc., ce qui pouvait être amélioré. Excellent. Et en fait, c'est une solution super low cost, mais qui en soi fait le taf. Bah ouais. En termes d'esthétisme, en tout cas, après, si tu veux tester l'expérience réelle en station, il n'y a rien de mieux que d'y aller. Mhm. On a fait par exemple un petit trip, on prend une Tesla et on allait jusqu'au nord de la Belgique. Mhm. Et en fait, sur la route, on s'arrête à toutes les stations qu'on peut trouver et on regarde ce qui marche pas. On a aussi dans la société des personnes qui des fois font des trips à droite à gauche et du coup on profite pour faire des récaps de ce qu'elles ont vu à ce moment-là et on se Ok, partage cette information. ok, trop bien. Euh, Là, aujourd'hui, vous êtes que tous les deux à faire ça? Est-ce qu'il y a une équipe qui s'est créée en plus, qu'il y a d'autres gens qui sont arrivés? Alors on était historiquement deux, donc moi et Valéria, Ouais. la fameuse designeuse. Et on a fait ça pendant quelques temps quand même, jusqu'au moment où on est devenu une vraie équipe produit en fait. C'est-à-dire, avant on était un petit peu l'équipe OVNI chez Electra où on était que tous les deux. Ouais. Là où le reste des équipes produits c'était toujours le trinôme designer PM Tech avec des sujets digitaux sur l'application et autres. Donc nous on était vraiment à part. Et maintenant ça y est, on est une vraie équipe produit officiellement entre guillemets avec donc une équipe tech qui nous a rejoint, qui est donc basée à Bordeaux. Ouais. Donc on est maintenant l'équipe station, le vrai trio. Et donc cette équipe tech vient sur des enjeux toujours d'expérience en station
que ce soit sur la qualification de nouveaux matériels comme des bornes ou des batteries, ce genre de choses, ou sur faire vivre les équipements, le mobilier qu'on a en station, parce qu'on a donc toujours les fameux écrans LED. Et Ouais. donc comment est-ce qu'on les fait vivre, comment est-ce qu'on les anime. Ok, ok, trop bien. Euh, et, euh, et donc justement, là il y a peu, vous avez été Golden A Design Award. Vous avez reçu donc un prix pour ce travail. Raconte-nous un petit peu. Déjà, j'imagine que faut postuler, mais enfin voilà, il faut. Raconte-nous un petit peu ce projet. Et puis voilà, ce qui va peut-être en découler derrière et voilà, comment ça a Ouais. été perçu. Alors c'est direct depuis que je suis chez Electra, c'est mon plus gros projet, voire même depuis que. Attends, pardon. Vas-y. Excuse-moi, c'est mon voisin de, Non, t'inquiète. c'est mon voisin de coworking. Ouais, pas de souci. Bah, Vas-y, je je te dirais laisse. Ouais. Vas-y. Ce projet-là, je dirais que c'est le plus gros projet sur lequel j'ai été amené à bosser. C'est un projet qui a démarré il y a un peu plus d'1 an maintenant déjà, où en fait on s'est dit, nos stations elles sont bien, elles ont déjà un branding qui est assez marqué, on avait du marquage au sol, on avait nos bornes qui étaient reconnaissables, etc. Mais le constat était que en fait plus on s'éloignait de la station et moins on la reconnaissait, moins elle était visible dans l'environnement urbain. Ok. Donc on voulait un petit peu un signal fort et visuel qui soit vraiment synonyme d'Electra. Et donc à partir de ça, le projet qui s'appelait initialement en interne SSI, Stronger Station Identity. On est parti de ça avec Valeria, on a itéré là-dessus sur comment est-ce qu'on fait, tout simplement. Donc, pour que tout le monde puisse situer, historiquement, nos stations, c'était donc du marquage au sol avec de la peinture un peu bleue, les numéros de place, les bornes qui sont bleues et le stickage qui va avec. Donc, tous les stickers qu'on va mettre dessus pour les instructions, le logo, etc. Mhm. Et on va avoir pour chaque borne un luminaire qui va permettre d'éclairer la nuit, sur lequel on avait nos écrans LED pour la réservation. Donc là, on était sur un peu quelque chose de reconnaissable, enfin qui existait un petit peu déjà avec, par exemple, les bornes chez Tesla ou d'autres bornes, où au final, on est vraiment sur juste l'expérience de la place de parking, la borne et la lumière, et entre guillemets, c'est tout. Ouais, exactement. C'est ça. Sans que ce soit péjoratif, mais voilà, c'est le Oui, début c'était le cas. aussi du truc, mais ouais, ouais. Ok. C'est exactement ça. Et ce fameux luminaire, en fait, était tout simple. C'était une sorte de poteau noir, donc qui se fond un petit peu dans la masse. Et donc de ce projet est née cette fameuse question, comment est-ce qu'on rend ça plus visuel et fort, notamment de loin. Euh, donc on a itéré, on a réfléchi de quoi on part, de quoi on s'inspire. Donc on a discuté avec des architectes, on a été voir le mobilier urbain de manière très générale, il peut se décliner, les formes, les couleurs, etc., les matériaux. Euh, Notre logo, on est aussi parti de notre logo Electra et on a repris ces courbes qu'on a déclinées en objets physiques. Et de là est né ce qu'on appelle l'Electra Line. Line parce qu'en fait, ça fait une sorte de courbe comme ça, une sorte de ligne continue, qui est en fait un nouvel objet qu'on vient ajouter sur nos stations. En bois, avec donc c'est une grande structure, avec dedans intégré des écrans LED et des haut-parleurs. Le but, c'est qu'en fait, on vienne en même temps améliorer l'image de la marque et de la station, mais en même temps améliorer l'expérience. Donc en fait, ce qui était de base juste améliorer l'identité visuelle est devenu améliorer l'expérience de manière très large. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté ce digital en fait dans cet objet physique. Ouais, parce que j'allais te dire, au final, bon, vous êtes quand même dans une vision aussi d'entreprise et de projet sociétal qui est de se dire, on pollue moins, on essaye d'avoir quelque chose de positif pour la planète. Donc, ce qu'il faut créer, faut que ça ait un impact aussi positif. Et puis, je pense que ça fait aussi partie de nos générations. C'est peut-être des choses qu'on intègre beaucoup plus maintenant. Donc, il fallait que cette structure, elle ait du sens et qu'elle présente un, un style enfin un ADN aussi pour Electra. Et donc, trop bien, vous avez intégré, enfin, ça fait partie de la réflexion, quoi. On se voyait pas, tu vois, par exemple, mettre des poteaux en métal brillant
qui pourrait faire froid industriel, là où en fait c'est pas du tout l'image qu'on va envoyer, et c'est pas l'ADN de la marque tout simplement. Mhm. Donc on voulait des matériaux qui soient bien sourcés, qui soient naturels, qui soient entre guillemets renouvelables, et ce genre de choses. Donc le bois, en fait, ça nous est paru comme un peu une évidence. Ça aussi, c'est très chaleureux. Le Ouais. toucher, tu vois, c'est pas froid comme un métal en hiver ou très chaud comme le métal en été. Mhm. Euh, donc on est parti de ça. Après, ça doit être dur en termes de durée de vie. Je sais pas, j'imagine que c'était une grosse réflexion de comment on arrive à faire que ça dure dans le temps. En effet, il y a aussi ce genre d'enjeu qu'on n'a pas dans le digital, qui est en fait la Ah, maintenance il pleut opérationnelle. pas, hein. Il pleut pas sur une application. Exactement. En fait, l'application, bah alors c'est sûr qu'il y a des coûts de maintenance habituels, mais peut-être pas de même ordre de grandeur. Et là, ces objets-là, bien sûr, ça a été pris en compte dans la réflexion. Si on prend du bois, quel bois on va prendre, comment est-ce qu'on va l'entretenir sur les années à venir, comment est-ce qu'il va vieillir, quel aspect il va donner, est-ce qu'il peut se tacher, ce genre de choses. Donc en fait, ouais, dès que tu choisis un matériau, tu vas tout de suite avoir d'autres questions qui vont en découler pour être sûr que ce que tu sors demain, ça soit toujours viable dans Mm. 10, 20 ans, quoi. Ouais, trop bien. Je regardais en même temps là je regarde les vidéos sur YouTube. C'est assez impressionnant cet écran LED qui suit les courbes et tout, un peu comme dans un stade de foot. Enfin les nouveaux maintenant, il y a ça et ça, ouais, c'est super Exactement. sympa. Ça t'accueille. Salut François. C'est On a voulu rendre t'as le truc jamais très tu vas personnalisé. t'as pas ça quand tu vas chez Total. Exactement. C'est Et en fait, paye et va-t'en. exactement. On veut pas être une simple commodité. On veut rendre, moi, enfin, la vision de la recharge que j'ai, mais aussi qui est partagée chez Electra, c'est qu'on veut rendre ça comme un petit moment de vie. Alors, on sait qu'aujourd'hui, c'est plus long que faire ton plein d'essence, ça c'est sûr. Mm. Mais pour autant, ça reste assez rapide. Et en fait, comment est-ce que tu profites de ce temps-là pour simplement passer un bon moment, pour te reposer ou t'amuser. Si tu as des enfants, bah, on va te proposer des jeux, ce genre de choses. Ok. Et en fait, t'occuper simplement le temps de la recharge. Comme ça, tu repars, tu as passé idéalement un très bon moment. Ta recharge, elle est faite. Et voilà. Ouais. Et même si c'est pas, en tout cas, un très bon moment, tu vois, le truc, mais en tout cas, t'as passé un bon moment et t'es content, et tu vas peut-être plutôt aller choisir d'aller chez eux, chez Electra, que peut-être d'autres où ben, il se passera rien et qu'il y aura pas d'expérience vécue. C'est Euh, ça, c'est notre volonté, c'est aussi un marqueur de différenciation, hein. Euh, Même si on voit quand même que le marché commence à évoluer dans ce sens. euh, et J'imagine. voilà, je trouve ça, par exemple, super intéressant de voir comment est-ce qu'aujourd'hui tu occupes le temps de la recharge. Donc là, on réfléchit à ça. C'est une chose d'être super sur l'étape en amont, sur comment tu arrives à la station, comment tu la trouves, jusqu'au moment où tu te charges, où tu payes. Et ensuite, après, en l'étape, bon, bah, t'attends. Tout ce qu'on veut, c'est proposer des choses pour que, bah, dans cette fameuse structure, dans l'Electraline, on a intégré des assises. Comme ça, bah, s'il fait beau, tu peux profiter et attendre dehors. On réfléchit à comment proposer des activités, comment proposer du contenu sur ces fameux écrans LED. Mhm. Comment utiliser les haut-parleurs aussi, par exemple. Donc, ce genre de choses. Et donc là, j'imagine, tu dois avoir une user journey incroyable même peut-être même un service blueprint, on va peut-être plutôt appeler ça comme ça, de avant que j'arrive dans la station jusqu'au moment où je repars. Euh, et que c'est quelque chose que vous avez mappé et réfléchi et vous avez encore, j'imagine, quelques pain points, mais Ouais, dis-moi un peu comment tu as organisé cette vision design justement. en effet, bah, la première chose à laquelle j'ai essayé de m'attaquer en arrivant, c'était effectivement ça, parce que n'ayant jamais conduit d'électrique, je sais pas réellement ce que c'est d'être un utilisateur de voiture électrique. Donc pour répondre à tes besoins et tes pain points, il faut que je le comprenne. Et donc il a fallu que je comprenne c'est quoi ce... Il a fallu que tu en achètes une. Alors non, aujourd'hui je n'en ai pas encore étant parisien, Ouais. mais j'ai déjà conduit du coup des électriques depuis, et donc maintenant je comprends mieux. Mais donc mapper voilà tout ce parcours, les points de contact que tu pourras avoir avec Electra ou pas avec Electra, hein. Par exemple, tu peux être un particulier lambda et regarder sur Google Maps ou sur d'autres applications où te charger. Donc nous, on va essayer par exemple d'apparaître au plus tôt dans ce parcours-là. Comment est-ce qu'on peut te proposer nous-mêmes des solutions pour que tu puisses nous trouver facilement. Ensuite, tu vas arriver aux abords
de la station, mais pas encore exactement, peut-être parce que le parking est très grand, c'est un parking de grand supermarché. Comment est-ce qu'on va te guider jusqu'à la station? Une fois que tu es en station, comment est-ce que tu vas pouvoir manœuvrer correctement et que tu aies de la place pour trouver la place qui te va bien? Une fois en station, comment est-ce qu'on va te guider sur voilà les instructions, voilà ce que tu dois faire. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est tu dois payer et brancher. Mhm. Et donc payer, bon bah on va t'indiquer sur la borne via du stickage ou sur l'écran de la borne les instructions, également depuis l'application si tu l'utilises. Ensuite, on va te dire que tu peux brancher, etc., etc. Donc en fait, à chaque étape comme ça, on va essayer d'intervenir et te guider pour encore une fois des questions de simplicité. Parce que là où aujourd'hui, on parle de parcours, mais il y a aussi le persona qu'il y a derrière. Et en fait, on a différents personas de conducteurs de voitures électriques. Aujourd'hui, en moyenne, c'est un cadre sup, quinquagénaire qui est un petit peu early, entre guillemets, sur les voitures électriques. C'est pas encore un truc très démocratisé, Mhm. mais qui donc non plus a une petite appétence digitale, mais qui a pas non plus 25 ans, donc qui connaît tous les outils digitaux. Donc c'est Ouais. comment est-ce que tu réponds à ces besoins-là. Tu vas avoir également le persona du VTC, donc lui qui va venir se charger beaucoup plus régulièrement, des flottes, des livreurs, et donc Ouais, ça, c'est c'est ça. un usage vachement différent. Et comment tu réponds aussi à ça? Trop bien, trop bien, trop bien. Et donc, pour gagner cet award, vous avez envoyé un dossier, vous avez postulé. Euh, comment ça s'est fait? Puis j'ai l'impression que c'est un award de façon, enfin, c'est à taille mondiale. Donc, bravo, cocorico comme on dit. Mais ouais, raconte-nous un petit peu comment vous avez. J'imagine que tu es peut-être allé pitcher aussi, peut-être. Je sais pas. Alors, on n'a pas eu besoin de pitcher. C'était en effet un gros dossier qu'on a dû monter, dans lequel il y avait tout, c'est-à-dire on a inclus les plans, on a inclus les matériaux, on a inclus notre manière de travailler sur le sujet, comment est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, à quoi ça répond. Donc c'était un gros dossier qu'on a monté donc avec Valéria qui a aussi beaucoup travaillé là-dessus. Euh, et donc en fait ce concours en effet c'est un concours de design international avec plein de catégories différentes. Ça peut être meubles d'intérieur comme objets du quotidien. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de catégories. Nous on s'est placé la catégorie mobilier urbain. Et donc voilà, on a remporté le prix d'or. Et c'était ouais, c'était assez long et fastidieux à remplir, mais en fait, on avait déjà euh, on avait tout l'historique, c'est-à-dire que notre Miro de benchmark, etc., on l'avait déjà. Toutes les notes, les sketchs qu'on avait fait, les dessins, les premières 3D, on les avait. Donc en fait, c'était de la compilation de tout ça et un petit peu verbaliser, en tout cas mettre à l'écrit tout ce process-là. Trop bien. Et c'est bien parce que ça nous a fait aussi une petite rétrospective de la dernière année passée, donc on a un petit peu revécu via ça les moments par lesquels on était passé. Ok, ok, excellent, excellent. Euh, ben non mais trop bien. Je découvre tout ça et vraiment c'est méga intéressant. Moi je suis un peu à ton image, je suis rentré par dans le design par la fenêtre du digital, mais Mhm. là quand on travaille sur euh, autant d'aspects, ça devient encore plus intéressant, je trouve. Un des points que je voulais peut-être aborder avec toi, c'est est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout on va utiliser tel et tel matériau parce que plus ok en termes d'impact, plus positif, etc. Est-ce que vous êtes allé enfin, parfois c'est quand même compliqué hein, d'aller au bout. Tu vois, moi c'est tout bête, mais je suis en train d'essayer de faire des pulls pour Design Club et je me Mhm. dis bah faudrait que ce soit des pulls, pas des pulls de Temu ou de Shein, quoi. Exactement. Euh, Mais en même temps, bah, la plupart des puits sont là-bas. Il faut aller au Portugal. Bref, hein, voilà. Faut essayer. En tout cas, voilà, il faut avoir la volonté de pouvoir le faire. Est-ce que vous avez réussi? J'imagine peut-être pas surtout, mais est-ce que vous avez réussi aussi à avoir un peu cette vision-là, impact positif? Oui, et en fait aujourd'hui on le fait dans toutes nos initiatives chez Lectra, j'ai envie de dire. Trop bien. Donc il y a la question des matériaux, mais par exemple, si on voit un peu plus large, les écrans LED. Donc les écrans LED, on les avait fait de manière custom. Donc, aujourd'hui, très clairement, c'est souvent dans les pays asiatiques qui sont fabriqués. Mais comment tu les fais livrer?
Est-ce que c'est par avion, par bateau? C'est quoi la manière la plus, Ok, ouais. tu vois, la plus légère en termes d'émissions? Mm. Et donc là-dessus, rien que sur la livraison, on va choisir les modes qui sont le moins impactants de manière environnementale. Donc sur les matériaux, en effet, il y a ces choix-là, sur la livraison. Euh, alors après, évidemment, tu as parfois des choix à faire en termes de coût Mhm. ou de faisabilité, tout simplement. Ouais. Mais globalement, on arrive toujours à trouver le bon compromis qui fait que on est dans nos valeurs Ouais. et on est dans nos clous financièrement. Ouais, trop bien, trop bien. Et donc aujourd'hui, la Electra, c'est France et Europe. Est-ce que j'imagine qu'il y a d'autres marchés qui vous regardent, est-ce que vous les regardez aussi? Je pense bien sûr aux États-Unis, etc. Est-ce que vous y êtes déjà? C'est quoi un peu la suite là pour Electra? Alors aujourd'hui, on est Europe, donc on était France historiquement. On s'est rapidement développé dans les pays. Plutôt du nord de l'Europe, c'est ça, hein? Plutôt Exactement. Belgique. Ouais, Ouais, en fait, on est en fait vraiment Europe de l'Ouest, c'est-à-dire tous les pays frontaliers à la France. d'accord. Aujourd'hui, tout ça. Et là, on s'étend un petit peu plus vers l'Est. Notre dernier pays, là, c'est côté Suisse, Autriche, République tchèque, etc. Donc, on est dans 10 pays aujourd'hui. Et en fait, on s'étend vraiment en fonction du marché. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit qu'il y a une bonne dynamique Ouais. sur l'électrification des véhicules dans ce pays-là? Comment se place la concurrence? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'infrastructures? Est-ce que justement, non, il en manque? Et en fonction de ça, on va décider si oui ou non on ouvre un nouveau pays. Ok. Pour l'instant, la volonté, c'est pas aller typiquement en Asie parce qu'ils sont déjà très en avance. C'est pas forcément d'aller aux US parce qu'ils sont déjà pas trop mal. Oui, et puis, Je pense un gros gap à passer. ouais, et puis c'est vrai que j'y réfléchis, mais il y a quand même un grand monsieur Exactement. qui est pas trop chaud pour faire venir des entreprises Non. étrangères. Mais pour l'instant, voilà. Ok, ok, Pour donc l'instant, full l'Europe. Europe. Mais d'un côté, c'est un Et bon voilà, choix. ça nous permet aussi de rester focus et on a quand même une dynamique de croissance et d'expansion qui est très bonne. Et tu vois, en 4 ans, on est dans 10 pays. Donc c'est vraiment un peu continuel, le fait d'ouvrir des bureaux, etc. Trop bien, trop bien. Euh, j'ai peut-être une dernière phase que je voulais aborder avec toi, c'est sur toute la partie test, test utilisateur. Mhm. On a parlé de la partie recherche, je voulais prototypage, etc. La partie test, comment ça se passe aussi? Est-ce que est-ce que c'est vous qui la faites en perso ou est-ce que vous faites appel à des experts pour ça? Et voilà. Et peut-être après, est-ce que vous avez vu vraiment des différences peut-être entre des Français, des Italiens, des Espagnols au sein de l'Europe et j'imagine aussi des personnes, hein. Voilà. Ouais. Bah, sur un produit physique, la discovery de manière générale, la recherche a encore plus d'importance dans le sens où ce que tu construis, surtout nous, en fait, on est dans Ouais. Tu peux un- pas, tu peux pas trop itérer exactement, 100 000 ans, quoi. Ouais. exactement, et on est dans un marché qui est très vision long terme. Donc en fait, ce qu'on construit, ça a pour vocation de rester des années et des années, et ça sera pas changé tous les ans. Donc en fait, en ça, c'est important parce que tu peux pas te rater, ça a des coûts de déploiement, de fabrication, d'installation, de livraison et autres. Donc tu dois être sûr de ton coût presque. Mais en même temps, comment est-ce que tu vas tester ta station, c'est-à-dire ta nouvelle esthétique, ta nouvelle couleur, ton nouveau stickage, notre Electraline qu'on vient installer? Comment est-ce que tu testes avant que ce soit construit? Eh bien, c'est difficile à dire. Oui, ouais, ok, parce qu'il y a même ça, ouais, parce que ça coûte, j'imagine, ça doit coûter tellement cher de faire le proto, le MVP en vrai, que bon, autant le tester un peu en En 3D, quoi, Exactement. en modélisé, quoi. Mm. Donc au début, on démarre avec ça parce que c'est tout ce qu'on a. Et, on essaie d'en discuter, de le faire valider. Euh, Après, on peut faire des tests. Par exemple, si tu veux, dans nos bureaux à Paris, on a installé une vraie borne comme on en a en station. Donc à côté de la machine à café, tu as la grosse borne. Et quand on veut faire des tests, par exemple sur le stickage ou de support qu'on voudrait installer, on vient les mettre dessus, les coller, enfin les imprimer à l'imprimante, mettre un bout de scotch, et regarder est-ce que le rendu il est bien, demander aux gens qui passent dans le couloir, t'en penses quoi, est-ce que c'est visible, est-ce que Mm. tu comprends ce qu'on veut faire. Donc c'est vraiment un peu du test comme Ouais, ça. un peu en guérilla, ouais.
Exactement. Et après, sinon, bah, ça passe via des interviews qu'on va faire auprès des utilisateurs directement en station ou à distance. On installe des supports en disant, bah, donnez-nous votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça, du coup, c'est plus a posteriori. J'imagine que la petite vidéo que là j'ai vue sur YouTube en même temps, c'est que ça que vous montrez aussi peut-être. Alors peut-être pas peut-être pas aussi développé à ce moment-là, mais c'est vrai que je pense que si tu montres ça auprès des utilisateurs, ah, tu te projettes beaucoup plus quoi. Tu peux avoir des retours. Il y a de ça. Alors, on avait un vrai enjeu de confidentialité là-dessus. On voulait garder le projet vraiment secret parce qu'on l'a dévoilé au Mondial de l'Auto à Paris l'année dernière, en 2024. On a fait construire le hub côté Ah sur ouais. ça. Et Bien donc, vu, avant bien vu. ça, voilà. Avant ça, principalement, on posait la question bah, en interne, etc. Sachant qu'il y a aussi le biais de tu montres quelque chose à quelqu'un et tu dis bah dans la vraie vie, imagine demain tu as ça, qu'est-ce Mm. que tu fais ou qu'est-ce que tu en penses? Il y aura toujours un petit gap entre ce que la personne va penser ce qu'elle ferait et versus ce qu'elle ferait effectivement dans la vraie vie. Euh, Par exemple, du coup, le mondial de l'auto nous a permis d'avoir, maintenant que c'était vraiment sur scène, que c'était vraiment en place, d'avoir du vrai feedback des gens et qui nous disaient ah ouais c'est sympa, c'est vrai que ça rend bien, on arrive bien à lire l'information. Mm. C'est tout bête, mais par exemple, on a intégré des assises dedans, des petits bancs. On se disait bon, est-ce que les gens vont s'en servir? Mais ça, bon bah tu peux pas vraiment savoir. Il y a aussi une bonne dose d'intuition. Et en fait, bah, à Salon de l'Auto, on a vu que les gens s'asseyaient tout le temps sur ces trucs-là, donc on était content parce que ça venait confirmer. Naturellement, ouais. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. Exactement. Ça a dû être fou la sensation de, tu sais, quand c'est installé et que tu dis, oh, c'est. C'était surtout sur des questions de. Alors nous, on l'avait vu avant le salon de l'auto chez le fournisseur dans un grand hangar. Mais la première fois que tu le vois, ça fait bizarre. Tu vois, t'as un grand sourire sur ta tête et en fait, juste tu regardes le truc qu'en fait tu Mm. voyais sur un écran 3D depuis 6 mois. Et là, tu le vois en vrai, il te paraît immense, il paraît massif. Et en fait, tu es trop content du résultat. Alors, parce que on est très content du travail des fournisseurs aussi, mais on trouvait que le résultat était vraiment très sympa. Et c'est exactement cet effet-là qu'on voulait donner aux gens. Ouais, et puis après, dans l'écran du salon de l'auto, ça va être encore plus impressionnant. Ça aussi, trouver les fournisseurs, c'était de ton côté ou parce que ça doit pas être simple aussi entre l'idée et de dire est-ce que c'est vraiment faisable parce que des lignes comme ça avec pour du bois, euh, En effet, c'était un vrai sujet. j'imagine que c'est pas si évident. On n'a pas fait un projet qui était des plus faciles en termes de design et d'esthétisme pour la réalisation parce que donc en effet c'est des grandes courbes en bois, c'est donc des écrans courbés qu'on va venir intégrer dans ces courbes. Et en fait à chaque fois c'est du sur-mesure, c'est des trucs qui n'existent pas vraiment. On a fait un grand appel d'offres avec plein de fournisseurs pour voir qui était en mesure de répondre et on a d'ailleurs plein qui nous ont répondu. Nous on ne va pas répondre parce qu'en fait on ne saurait pas faire. Et du coup, on n'avait qu'une partie et qui nous disait même c'est pas faisable. Et au final, on en a quand même certains qui ont répondu et qui aujourd'hui bah, voilà, sont installés en station et qui donc sont Ouais, réellement trop bien. faisables. Et donc il y a ouais, en effet cette phase de discussion avec les fournisseurs de bon bah nous on a imaginé ça, mais en fait eux sont capables de faire ça, ou alors ça, mais un petit peu plus comme ça. Et donc comment Ouais, tu échanges avec eux pour trouver un compromis? En fait, c'est comme tu vas faire tes maquettes Figma et ton dev qui va te dire bah oui, mais ça en fait c'est pas exactement faisable comme ça. C'est exactement la même chose, c'est la même relation, juste sur des sujets différents. ouais, c'est magique. Ok, trop bien. Bah, c'est bien parce que je trouve que cet échange, ça me donne. Enfin, je pense que ça peut donner à tous les gens qui écoutent de se dire, bah, au final, je fais du digital, mais demain, bon, non sans travail et sans, voilà, il faut se donner les moyens. Mais en tout cas, on peut aller designer d'autres types d'expériences. Donc, bah, Exactement. bravo à vous. Euh, Antoine, bah justement, pour terminer l'échange, j'aime bien finir par quelques questions. Euh, Est-ce que toi, tu as une source d'information bah, pour ta vie professionnelle, etc., à nous partager? Est-ce que tu es plutôt sur les réseaux sociaux pro? Est-ce que tu as un site que tu aimes bien? Est-ce qu'il y a des livres? Bref. Il y a, je suis une newsletter, alors déjà plein de gens connaissent, qui est Le Ticket, alors qui est Mm. plus orienté product management
que design, mais qui est en tout cas super intéressante. On apprend toujours plein de trucs. Après, je reste de manière générale à l'affût des actualités de Figma, par exemple, qui va sortir de nouvelles fonctionnalités et autres, parce que juste ça m'intéresse d'un point de vue personnel. Ou sinon, sur Instagram, il y a plein de comptes qui font des reels ou des posts sur le design de manière générale et la psychologie qu'il y a derrière. Et c'est ça que je trouve super intéressant. C'est la psychologie derrière le design. Voilà. Ok, trop bien. Puis j'imagine que en fait, tu dois être en veille perpétuelle de tout ce qui se passe sur ces sujets-là, et peut-être même beaucoup, enfin plus largement, peut-être au niveau architecture, des nouveaux concepts, des nouvelles choses. Ça doit être des choses qui doivent te parler avec ton regard de professionnel. Tu te dis ah mais ça j'ai jamais vu. Ou C'est exactement ça. Maintenant, je me retrouve dans la rue à regarder des détails ou des trucs qu'en fait, ça reste ce jamais. banc il est pas mal, hein, franchement. Mais exactement. Et en plus, maintenant, tu vois, on en connaît les fournisseurs. On dit, ah, tiens, je connais le mec qui a fait ce banc-là, tu vois, ce genre de truc. Et ouais. En fait, en effet, c'est un truc de tous les jours dans la rue. Maintenant, tu regardes comment sont faites les choses, les finitions. Et c'est drôle parce que justement, j'avais eu aussi une interview sur ces sujets-là, plutôt sur la partie design industriel. Et en fait, la veille, elle se passe beaucoup auprès des fournisseurs. Plus que, en fait, parce que quand ça sort, t'es déjà un peu déjà un petit peu en retard, entre guillemets. Ça se passe beaucoup auprès des fournisseurs. Ok, ouais, trop bien. Sachant, en effet, c'est des projets qui sont longs. Donc, comme tu le dis, dès que ça sort, c'est que ça fait déjà des mois que c'était en préparation. Ouais. C'est ça. Ouais, ça. Donc, t'as peut-être déjà 6 mois de retard ou un an de retard. Ok, trop intéressant. Bon, et puis ensuite, les 2 questions les plus complexes de ce podcast. Antoine, est-ce que tu as un film à nous recommander et un album de musique? Ah ouais. Alors après, est-ce que ça va être en lien avec le design? Je ne sais pas. Non, t'es pas obligé. T'es vraiment, tu peux même lancer un truc genre... bon, mon film préféré c'est Triple X. Ok, très bien, pas de souci. Vin Diesel. En vrai, la première réponse qui me vient, c'est Pirates des Caraïbes. C'est un peu c'est un peu nulos. Trop bien. Non, mais attends, incroyable cette j'aime beaucoup trilogie. Ouais. J'aime beaucoup les musiques et ouais, c'est ça, la trilogie, parce que ceux qui suivent, ils étaient un petit peu moins bien, mais les 3 premiers, c'est vraiment les meilleurs. Ok, moi je pensais que c'était arrêté à 3, mais non, ok, d'accord, ils ont poussé le truc encore plus loin. Ok, trop bien. Et un album de musique? Un album, je dirais, alors lequel, je sais pas trop, peut-être un des premiers, mais de Adele. J'aime beaucoup Adele. Ouais, donc 19 ou 21, je pense. C'est vrai. Tu sais que j'ai découvert que ces titres d'albums c'était justement que des chiffres. Je dis mais c'est fou ça. En fait, moi j'écoutais les chansons, sans m'intéresser plus au projet, à l'œuvre album. Et en fait, ça correspond à chaque étape de sa vie. Je trouvais ça hyper intéressant. C'était son âge à l'époque. Ouais, et je trouve que le concept est fort et à la fois c'est tellement simple. Oui. Ouais, carrément. Mais que ça a jamais été fait. Voilà. J'avais l'impression que ça avait jamais été trop fait. Donc, ok, trop bien. Bah écoute, on va aller réécouter ça. Merci beaucoup Antoine. C'était un plaisir. Merci pour toutes tes réponses, de nous avoir ouvert sur justement le design physique, enfin hybride. Le design hybride. Tu as utilisé ce mot-là. Je vais aussi remercier Valéria qui est ton binôme et qui a pu aussi réaliser tout ça. Donc bravo à vous deux. Merci et puis merci d'avoir représenté le design à l'échelle mondiale comme ça avec ce prix. Et puis on continue de se suivre pour la suite. Exactement. Merci Paul. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.